Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Hélène Roger, directrice du plaidoyer. Elle travaille depuis 20 ans sur les enjeux de santé sexuelle, de prévention du VIH au sein de SIDAction, en France comme à l'international. Mais avant d'ouvrir notre conversation, comme chaque semaine, mon édito, et je vous propose aujourd'hui de nous engager contre les masculinistes en prenant la mesure d'une dynamique sociale qui aujourd'hui produit des effets toxiques mesurables sur la sexualité, le consentement et la santé publique. Le masculinisme n'est ni marginal ni nouveau. C'est un courant antiféministe structuré, ancien, protéiforme, qui va des groupes de pairs séparés aux incels, des coachs de séduction aux influenceurs virilistes, jusqu'au discours de l'extrême droite. Le point commun du masculinisme n'est pas la diversité de ses formes, mais la constance de son récit. Présenter l'égalité comme une injustice faite aux hommes. Les données publiques et publiées par SIDAction tout dernièrement et Opinionway sont sans appel. Elles montrent un réel malaise masculin profondément instrumentalisé. Un homme sur deux estime que la société s'acharne contre lui et près de 58% jugent que le féminisme va trop loin. Le masculinisme opère un glissement décisif. Il transforme un sentiment de perte de repère en discours de domination et une recomposition des rôles sociaux en rhétorique victimaire. Il ne dit pas aux hommes le monde change, il leur dit on vole quelque chose. Il ne parle pas d'égalité, il parle de déclassement, de dévirilisation, de menace. Et cette vision, bien sûr, n'est pas sans conséquence. Elle pèse directement sur la manière dont une partie des hommes vivent leur sexualité. 64% d'entre eux déclarent ne plus savoir ce qu'ils ont de droit de dire ou de faire dans leurs relations sexuelles. 57% estiment que l'on parle tellement du consentement que cela finit par culpabiliser les hommes. 38% considèrent qu'un homme ne peut être tenu responsable si une femme ne dit pas explicitement non. Et le lien avec la santé sexuelle est encore plus préoccupant. Plus d'un homme sur 4 affirme se sentir plus puissant lorsqu'il n'utilise pas de préservatif. Et un quart d'entre eux estiment que les femmes doivent respecter le choix des hommes qui refusent d'en porter. Alors ces chiffres, ils dessinent beaucoup de choses, mais ils dessinent aussi un recul de la prévention, une prise de risque délibérée, revendiquée et une confusion dangereuse entre virilité et transgression. Et ce phénomène touche en priorité les plus jeunes. 66% des 16-34 ans connaissent au moins un influenceur masculiniste. 37% d'entre eux s'exposent à leur contenu, près de 20% de façon régulière et 43% déclarent y adhérer. Alors, évidemment, s'engager contre le masculinisme, ce n'est bien sûr pas s'engager contre les hommes. Mais c'est refuser qu'une idéologie antiféministe vienne fragiliser la prévention, le consentement et la sécurité des femmes, comme celle des hommes. C'est rappeler que la liberté sexuelle n'existe pas sans responsabilité et que la virilité n'est pas un permis de transgresser, ni un droit à l'irresponsabilité. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Hélène Roger, responsable du plaidoyer de SIDAction. Merci beaucoup d'être avec nous, Hélène. Nous allons parler de santé publique, de prévention, de sexualité, mais aussi de discours masculinistes toxiques qui inondent les réseaux et qui ont des conséquences très concrètes sur les comportements et la prévention. Bonjour Hélène. Tout à fait. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, SIDAction a commandé à l'automne 25 une étude à Opinionway dans ce contexte très particulier qui est la remontée des discours masculinistes en ligne avec une baisse de l'usage du préservatif chez les jeunes hommes et une inquiétante croissante par rapport au consentement. Quel a été, vous, en tant que responsable du plaidoyer, le premier système d'alerte en découvrant les résultats de l'étude ? Alors je dirais que l'alerte, elle a été avant même les résultats de l'étude, puisqu'en fait l'étude, on l'a justement commandée à Opinionway, parce qu'on voyait sur le terrain une montée assez forte de ces discours. On travaille notamment avec un ensemble d'associations qui, en gros, se mobilisent sur les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et donc qui mènent des cours
en système scolaire. Et donc, en fait, on voyait ces discours qui montaient avec des jeunes hommes qui parlaient des femmes de façon extrêmement dure, voire violente, avec de la remise en question du consentement, etc. Et ça a été en plus confirmé par le rapport du Haut Commissariat à l'égalité de début 2025, qui a fait une alerte aussi sur la montée du sexisme et des discours masculinistes. Donc cette étude, en fait, nous, on l'a faite parce qu'on voulait comprendre un peu plus à quel point les discours masculinistes pouvaient justement influer sur les hommes en général, pas que les jeunes, puisqu'on est sur les 16-59 ans dans cette étude, et comprendre un peu les mécanismes. Après, les alertes, pour nous, elles sont, je dirais, à 3 niveaux. Au niveau de la consommation, vous avez rappelé les chiffres, il y a quand même une consommation qui est quand même assez généralisée, alors assez inégale en fonction des hommes, des âges, etc. Mais en tout cas, les hommes connaissent ces discours masculinistes. Il y a l'adhésion aux thèses, et notamment avec cette idée vraiment que c'est très compliqué d'être un homme, que les hommes sont en danger, qu'on dit enfin la vérité sur les hommes et les femmes. Et puis, le troisième, et vous l'avez rappelé aussi, c'est l'impact sur la prévention. On voit que directement, ça impacte notamment le port du préservatif. Alors, l'étude dont vous faites référence du Haut Conseil à l'égalité, ça a été l'étude sur le sexisme de l'année dernière. Et cette année, parce que je fais partie de cet organisme, et j'en suis d'ailleurs la coprésidente de la commission stéréotypes, on est en train de faire un focus, d'analyser très précisément aussi le focus sur les masculinistes. Et donc, on produira l'étude dans quelques temps, et même assez rapidement. On parle de ce malaise masculin réel chez cette jeune génération, et pas que d'ailleurs. Donc, ce malaise qui est récupéré, 64% qui disent ne plus savoir ce qu'ils ont le droit de dire ou de faire sexuellement. D'après vous, comment vous analysez ce malaise masculin ? À quel moment il bascule vers un discours idéologique et notamment masculiniste ? Alors en fait, le principe même des discours masculinistes, c'est de s'infiltrer, en tout cas de profiter de moments de fragilité des hommes pour pouvoir distiller leur discours. Donc ça va être des moments, par exemple, de construction, comme l'adolescence, où on est un peu en construction de soi, de son rapport aux autres, de sa masculinité, de son rapport aux hommes, aux femmes, etc. Donc c'est un moment de questionnement très fort. Et puis après, ça va être aussi des moments comme par exemple les divorces, les séparations, les difficultés relationnelles. Et en fait, les discours masculinistes, ils se positionnent sur ces moments de fragilité pour derrière dire mais ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de la société, c'est la faute des femmes, c'est la faute des relations entre les hommes et les femmes, et donc ça n'est pas vous en tant qu'individu qui êtes responsable. Je rajouterais quand même une deuxième chose, c'est qu'il y a aussi effectivement sans doute un effet un peu sociétal, puisqu'on voit depuis quelques dizaines d'années des avancées dans les droits des femmes qui ne sont bien évidemment pas suffisants, mais voilà, l'accès, le droit à l'avortement, avoir un compte bancaire et ne pas dépendre de son mari, c'est des choses qui sont dans l'histoire longue assez récente finalement, et on a vu que le démarrage de ces discours masculinistes est arrivé dans les années 70 avec toutes ces évolutions, donc bien évidemment qu'il y a aussi un effet de corrélation. Mais en tout cas, c'est vrai que le discours masculiniste en soi, il se base sur ces moments de fragilité. Est-ce que vous pensez que MeToo a accéléré profondément ce mécanisme ? Alors, il a accéléré, en tout cas, il a mis la lumière sur un certain nombre de choses, ça c'est sûr. Et il a notamment remis en question, effectivement, des pratiques qui étaient, on va dire, acceptées et peu remises en question, notamment des pratiques de domination des hommes sur les femmes, de rapport au corps des femmes. Et donc, il a vraiment mis l'accent là-dessus. Donc, effectivement, il a sans doute concentré des choses, mais c'est un moment dans une histoire un peu plus longue. Un peu longue. Alors, 66% des 16-34 ans connaissent au moins un influenceur masculiniste, 37% consomment leur contenu, et 43% de ceux qui sont exposés adhèrent. Donc vous avez fait un choix très fort avec cette nouvelle campagne de communication que j'invite tout le monde évidemment à regarder. Vous avez repris des codes, même de ces discours, pour faire passer un message de prévention. Pourquoi ce choix stratégique, et surtout jusqu'où peut-on aller sans risquer de banaliser ces discours? On en parle juste dans quelques instants. Retrouvez la force de l'engagement avec Agipi. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi.
Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, on s'engage contre les mouvements masculinisme avec Hélène Roger, responsable du plaidoyer de SIDAction. Alors Hélène, avant cette pause, nous évoquions ce choix très assumé de SIDAction, reprendre les codes masculinistes, la viralité, l'esthétisme, les formats courts, pour porter un message de prévention. Et vous avez un slogan que moi je trouve formidable, hein, quand la masculinité toxique devient virale, rétablir l'effet devient vital. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait de reprendre ces codes au cœur d'une campagne de communication? Est-ce que c'est prendre un risque, hein, ou pas? Alors, est-ce que c'est prendre un risque? on le verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est bien important de faire la distinction entre les codes et le discours. Et effectivement, si nous, on a repris les codes, c'est justement pour derrière pouvoir développer un contre-discours par rapport à ce qui est dit par les masculinistes. Donc, on a, comme vous le disiez, cette esthétique, cette façon de parler, un peu ces communautés aussi. Il y a le coach sportif, il y a le coach financier, il y a des hommes qui sont souvent assez virils, assez musclés, avec une voix grave, qui sont un peu dans l'incantation, etc. Donc tous ces codes, on les a repris justement pour s'infiltrer. Comme eux d'ailleurs. Exactement. Avec les codes du féminisme. Exactement. Mais on a bien évidemment des discours qui sont complètement différents des discours masculinistes. Et pourquoi on l'a fait? C'est parce que finalement, c'est assez compliqué d'aller toucher les personnes. Et notamment, alors nous, on défend beaucoup les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais quand on voit que 15% uniquement des jeunes y ont réellement accès, on voit bien qu'il faut trouver d'autres espaces et d'autres endroits pour les atteindre et pour pouvoir leur donner de l'information. Et donc, il nous a semblé que c'était un moyen, une façon finalement d'aller là où ils consomment de l'information, là où ils vont chercher en tout cas ces informations, et de pouvoir leur donner un discours qui soit un discours plus vrai et plus informé et plus réel sur la prévention. C'est un vrai sujet, ces cours d'éducation à la vie sexuelle. D'ailleurs, l'État vient d'être condamné. Le planning familial a porté plainte pour... Et nous aussi. Vous étiez à leur côté. Voilà, tout à fait. Et donc, bravo à vous deux, parce qu'on a une condamnation là-dessus. Je ne sais pas si ça va faire changer les choses, mais il serait temps que cette loi qui a été votée il y a maintenant 18 ans 2001. Donc on est à 24 ans. 24 ans, soit enfin appliquée. Alors ce qui frappe aussi dans cette enquête, c'est le lien direct entre ces discours et les comportements à risque. Vous vous battez, vous, depuis des années pour justement sensibiliser sur ces comportements à risque. Aujourd'hui, les chiffres sont quand même impressionnants. 35% des hommes disent avoir reconsidéré l'usage du préservatif. C'est un chiffre qui monte à 45% chez les 25-34 ans et à 66% sur ceux qui ont des partenaires multiples. Mais comment est-ce possible que de tels discours aujourd'hui infusent sur cette population ? Alors, comment c'est possible? Ça, c'est difficile l'enquête, en tout cas, ne le montre pas. Mais elle montre bien, effectivement, l'impact que ça a à la fois sur les croyances et sur les pratiques. C'est-à-dire qu'on voit que avoir quelqu'un qui va répéter que être un vrai homme, c'est prendre des risques. Et ça, on le voit bien dans l'étude. Prendre des risques, y compris sexuels, c'est être un homme, un vrai, c'est être viril. Et directement, ça influence sur le fait de porter ou pas le préservatif. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Après, on a aussi les croyances qui vont avec, et les croyances autour de, par exemple, le fait que les femmes qui sont porteuses du VIH ou d'une IST sont des femmes qui ont trop de partenaires sexuels, qui ne se respectent pas, mais qui ne respectent pas les autres, etc. Et donc ça, ces croyances et cette discrimination, finalement, elle va aussi influer à la fois sur la perception qu'on a des femmes, mais aussi sans doute, ça, l'étude ne le montre pas, mais on peut imaginer que ça peut influer sur le dépistage, sur le fait que les gens aillent se faire dépister ou pas, puisque finalement, quand on a peur de passer pour quelqu'un qui serait pas quelqu'un de confiance ou quelqu'un de bien, finalement, on va pas aller se faire dépister. Moi, je pensais qu'on avait gagné un peu ce combat sur le préservatif, mais apparemment, vos chiffres disent que non. Non, et puis c'est quelque chose qu'on voit, nous, on fait une étude, en fait, tous les ans au moment du SIDAction, vers le mois de mars, pour essayer de voir un peu
peu l'évolution à la fois sur les connaissances que les jeunes ont du VIH et des IST et sur la prévention. Et on le voit depuis plusieurs années que finalement le port du préservatif, et notamment dans l'entrée en sexualité, est quelque chose qui recule. Il y a moins de jeunes qui mettent des préservatifs au début des relations. Parce qu'il y a moins de sexualité ou ça n'a aucun rapport? Non, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Alors, l'autre chiffre préoccupant, c'est toutes ces questions autour du consentement. 38% des hommes estiment qu'un homme ne peut pas être tenu responsable si une femme ne dit pas explicitement non. Donc j'engage ces personnes à lire la nouvelle loi sur le consentement. Déjà, peut-être que ça va faire changer un petit peu leur perception. Et un homme sur 10 banalise, on vient de le dire, le retrait du préservatif. Vous avez 20 ans d'expérience dans la santé sexuelle et dans la prévention. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette confusion massive entre désir, sexualité, consentement, responsabilité? Comment vous voyez ça sur le terrain? En fait, je pense que c'est déjà de pouvoir comprendre quelles sont ces différentes notions et avoir du temps pour les intégrer, pour voir ce que ça concerne. Et puis, vous parliez de la loi, mais aussi connaître le cadre légal. C'est quoi le cadre légal du consentement aujourd'hui? Et où est-ce que les gens peuvent avoir cette information, qui est quand même une information indispensable? Encore une fois, c'est les cours des VARS qui permettent d'avoir cette information et de bien comprendre. Et puis aussi de pouvoir un petit peu mieux comprendre son corps, ses droits, ceux des autres, qu'est-ce que c'est que se respecter l'autre, qu'est-ce que c'est que de pouvoir justement discuter du fait de consentir ou pas. Ça, il faut des espaces de parole pour pouvoir bien le comprendre et bien l'intégrer. Quand on est tout seul derrière son ordinateur, on ne peut pas vraiment avoir accès à cette information et à ce développement de l'esprit critique que ça nécessite. Oui, mais ça pose aussi, peut-être, parce que les VARS, on le voit bien, 15%, c'est complètement ridicule. Et puis en plus, les VARS, c'est 2 heures de cours par an. Alors, c'est 3 séances par an, normalement, oui. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup, mais déjà, si ça s'était fait, et normalement, c'est tous les ans. Donc, au final, on arrive à plus d'une trentaine de séances sur une scolarité. Ce serait déjà une bonne chose. Enfin, ça présuppose que nous devrions faire des grandes campagnes de sensibilisation, notamment sur le consentement, parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe et qu'il faut l'expliquer au grand public. On voit aussi dans votre étude que 37% des hommes exposés à ces contenus, sur ces contenus masculinistes, sur les réseaux sociaux, avec l'immense responsabilité des plateformes, trouvent une forme de réassurance identitaire. Et que 32% ont déjà tenté de mettre en pratique certains conseils pour devenir un homme meilleur. Donc j'imagine que ça fait référence à ces stages qui sont proposés, où de façon assez martiale, on propose de se baigner dans des eaux très froides, d'avoir des attitudes très virilistes, etc. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait réinvestir cette quête de repères avec, je ne sais pas, des campagnes, une sensibilisation encore plus importante que celles qui sont menées? Comment on combat ces discours toxiques et virilistes? Encore une fois, ces discours toxiques et virilistes, vraiment, c'est, je pense, en pouvant discuter avec les hommes au moment de leur construction notamment, donc d'où les cours des VARS. Mais c'est important d'avoir effectivement des espaces qui sont des espaces d'échange et de construction de cette identité masculine et de montrer que finalement les hommes ne sont pas en danger par rapport aux femmes, que les femmes n'ont pas d'objectif par rapport aux hommes de diminuer leurs droits. Il y a un objectif d'égalité qui est fondamental, mais ça, il faut avoir des espaces pour en parler et pour pouvoir le construire ensemble, cette image de l'homme. Et donc, c'est important de pouvoir promouvoir ces espaces. Comment vous êtes inquiet, vous, à SIDAction, ou pas? Comment vous voyez un peu le futur? Alors le futur, nous on voit en tout cas quelque chose qui nous inquiète beaucoup, c'est tout. Alors que ce soit les discours masculinistes, mais plus globalement des discours un peu rétrogrades qui remettent en question les droits des personnes, les droits des étrangers, les droits des personnes homosexuelles. Et on voit des discours qui sont de plus en plus virulents et de plus en plus décomplexés sur cette question-là, et qui sont des menaces directes en fait pour ces personnes, mais aussi pour, en tout cas, ce qui nous concerne, les questions de santé. Parce qu'on sait très bien que les personnes, elles sont en mesure de prendre soin de leur santé quand elles ont un environnement global qui est un environnement sécurisant et un environnement où elles peuvent aller dans un centre de santé sans être stigmatisées ou discriminées, où elles peuvent afficher leur homosexualité sans être passées à tabac. Et donc voilà, nous, c'est
globalement quelque chose qui nous inquiète de voir ces discours en fait qui sont de plus en plus partagés, alors même que on pensait qu'un certain nombre d'avancées étaient plus ou moins acquises, ce qui a priori n'est pas le cas. Et comment vous êtes organisé, la SIDAction? Ça représente combien de personnes? Vous trouvez vos sources de financement comment? Alors nous, à SIDAction, on est, on va dire, entre 40 et 45 salariés. Donc à Paris, nos sources de financement, c'est essentiellement des dons privés, à plus de 80%. Maintenant, on a aussi des subventions publiques, notamment de l'Agence française de développement. Mais voilà, la très grande partie, effectivement, de nos actions, c'est des personnes qui nous soutiennent et qui nous font confiance. Avec une répartition sur l'ensemble du territoire national? Alors, on a une répartition sur l'ensemble du territoire, mais on a aussi des actions qu'on soutient à l'international, dans une vingtaine de pays en Afrique subsaharienne. Et un peu en Europe de l'Est aussi. Et puis on a une partie importante de nos financements qui va au financement de la recherche pour la lutte contre le sida. Et est-ce que la politique de diversité et d'inclusion prônée par Donald Trump a une incidence sur vos actions ou pas du tout? Alors oui. Très clairement et très directement. Alors il y a plusieurs choses. Il y a sa politique sur la diversité et l'inclusion qui a ciblé directement tous les programmes pour ce qu'on appelle les populations clés. Et donc du coup, ces programmes qui ont été arrêtés ou qui ont été remis en question. Et puis l'arrêt des financements qui a été décidé donc il y a pratiquement un an aujourd'hui sur l'aide internationale et notamment l'aide en santé, qui a impacté directement les partenaires et les associations avec lesquelles on travaille sur le terrain, et certaines d'entre elles qui ont dû arrêter 50 à 70% de leurs activités, licencier des ressources humaines, etc. Et c'est souvent les programmes qui impactent directement les populations les plus stigmatisées, les plus discriminées qui ont été touchées. Alors on arrive un peu à la fin de cette conversation, Hélène. Si vous aviez un message à transmettre à nos auditeurs, ce serait lequel? Alors, c'est plusieurs choses. Déjà, aller chercher la bonne information. Ouais. Ça, c'est fondamental. Et du coup, ne pas hésiter à aiguiser son esprit critique, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois de comprendre et de voir qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est vrai ou pas. Mais voilà, quand un influenceur dit que les préservatifs sont bourrés de perturbateurs endocriniens, voilà, c'est pas forcément une vérité. Donc ça, c'est important. Ensuite, soutenir la mise en place des cours d'EVARS, ça c'est absolument fondamental, et notamment les parents qui nous regardent et qui nous écoutent. Ces cours sont vraiment très importants. Ils sont surtout très encadrés, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de parents qui se questionnent un petit peu. Il y a des programmes qui sont sortis début 2025 qui expliquent exactement qu'est-ce qui est fait, avec quelle classe d'âge, quels sont les discours, quels sont les principes qu'on essaye d'inculquer à chaque classe d'âge. Et ça, c'est, je pense, très rassurant pour les parents de voir que c'est extrêmement encadré, et du coup de demander que ces séances d'EVARS soient bien réalisées pour leurs enfants. Eh bien, merci Hélène Roger, merci d'avoir accepté mon invitation. Bravo, je trouve que c'est une formidable campagne. Je vous invite à la regarder sur tous les réseaux sociaux. Là, pour le coup, allez-y, regardez les réseaux sociaux pour comprendre comment on peut contourner au service de la prévention et de la santé publique des codes toxiques. La force de l'engagement, chez chaque dimanche à 15h sur Sud Radio, en podcast aussi, bien sûr, sur sudradio.fr. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie, avec ceux et celles qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse avec John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi.